Madame Sapiens, second épisode, partie 1 sur 6. Mi-août dernier, en 2023, pour les futurs auditeurs, des chercheurs du CNRS ont trouvé ce qui semble être une nouvelle lignée humaine anatomiquement moderne. Cette découverte a eu lieu dans l'Yonne, en Bourgogne, à Arcis-sur-Cure très exactement, alors pas du tout dans la grande grotte ornée, déjà connue, mais dans une plus petite, à proximité. En fait, les chercheurs ont travaillé sur un os trouvé il y a plusieurs dizaines d'années. Ben oui, c'est logique, à l'époque, les technologies d'aujourd'hui n'existaient pas, donc on peut en savoir un peu plus. D'autres études à l'avenir pourraient nous fournir encore plus d'informations. Ainsi, jour après jour, et je le dis souvent, c'est un grand pan de notre lointain passé qui se dévoile, comme on l'a vu dans l'émission précédente, notre connaissance de la femme préhistorique, plus précisément Madame Sapiens. Alors on a vu en effet à quoi elle pouvait ressembler, tant physiquement qu'au niveau de ses vêtements, ainsi que son mode de séduction et son modèle de sexualité, ce qui en dit long aussi sur la sexualité d'Homo sapiens. Dans cette seconde partie, nous allons aller encore plus loin et voir la mère de famille, la femme au foyer et la femme d'affaires, et surtout la femme de pouvoir. Et nous verrons que peut-être cette période ne fut qu'une exception. Madame Sapiens, second épisode, femme des années moins 20 000. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. On l'a vu, la femme est la pièce maîtresse de l'unité familiale. Sa bonne santé est essentielle pour la survie du groupe. Certains avancent qu'elle maîtrise le cycle de ses règles et de sa fécondité, et qu'elle décide quand elle désire un enfant ou pas. Elle serait en effet en mesure de contrôler sa maternité comme elle l'entend, en utilisant dans certains cas des plantes aux vertus abortives. Mais il faut également prendre en compte la forte mortalité infantile de cette époque. C'est pour cette raison que certains préhistoriens réfutent la thèse du contrôle des naissances grâce aux plantes abortives, du moins appliquées au niveau du vagin. En plus, cette pratique n'a laissé aucune trace archéologique. Alors, de fait, certains spécialistes pensent qu'elle n'apparaît qu'au néolithique, au moment de l'invention de l'élevage. La femme paléolithique peut, en revanche, compter sur l'allaitement qui bloque sa fertilité et qui est ainsi une régulation naturelle des naissances. Les contraintes liées aux déplacements réguliers, aux longues distances, réduisent aussi le nombre des naissances. Les paléoanthropologues estiment qu'une fille néandertalienne était en âge de procréer à 11 ans, contre 12 pour le garçon, tandis qu'une fille sapiens peut avoir son premier enfant à 13 ans. Le garçon, lui, est pubère à l'âge de 14 ans. La jeune femme du Paléolithique peut enfanter jusqu'à l'âge de 30 ans. Les chercheurs estiment donc qu'elle peut avoir 5 ou 6 enfants au maximum. L'abri Tossel conserve une image surprenante, une gravure montrant une femme qui accouche. Cette image est façon carte à jouer, vous savez, des deux côtés, en haut et en bas. Elle fait penser à une statuette particulière représentant une femme en train d'accoucher qui retient la tête du bébé avec les mains pour l'empêcher de tomber. Si l'accouchement est un moment risqué pour la mère et l'enfant, il ne l'est peut-être pas autant qu'on pourrait le croire. La bipédie a contraint le bassin de la femme préhistorique à s'élargir pour assurer une meilleure répartition du poids du corps tout en facilitant le mouvement. Sa forme évasée et sa courbure sont idéales pour accueillir le fœtus. Lorsqu'arrive le moment de donner la vie, la femme accouche donc debout. Cette posture ne présente en fait que des avantages. Une meilleure ventilation, le bénéfice de la gravité, évidemment, et une pleine poussée des muscles du ventre et des cuisses. D'ailleurs, ça se fait de plus en plus. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui décident d'accoucher comme ça. La femme paléolithique possède la force musculaire, on l'a vu, d'une athlète de haut niveau. Les conditions d'accouchement sont donc optimales. La délivrance est moins douloureuse et plus facile. Évidemment, en cas de problème, la future mère peut toujours compter sur l'aide des autres femmes du groupe. Cette technique est très efficace puisque, je viens de vous le dire, on en est encore là aujourd'hui. L'homme est bipède depuis 7 millions d'années. Quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, vous avez compris. Donc le corps de la femme est parfaitement adapté à l'accouchement en station debout. L'instinct maternel semble aussi inscrit dans les gènes. C'est une mécanique biologique et elle agit aussi dans le monde animal.
La mère et l'enfant sécrètent tous deux ce qu'on appelle l'ocytocine. C'est l'hormone de l'attachement qui crée un lien très fort entre la jeune mère et son nourrisson. Et ce lien ne cesse ensuite de se renforcer au fil des ans. L'ethnologie nous apprend que chez les chasseurs-cueilleurs actuels, de nos jours, les grossesses sont espacées de 3 ou 4 ans. Et l'allaitement y est pour beaucoup. Il en allait probablement de même dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs à l'époque paléolithique. La signature isotopique du lait contenue dans les dents, c'est incroyable, indique que l'enfant est sevré entre 2 et 6 ans. On peut quasiment tout savoir aujourd'hui technologiquement parlant. Le lait maternel constitue une alimentation saine et riche pour les petits sapiens et bloque donc la fertilité de la mère. Elle peut alors se consacrer pleinement à son nouveau-né. Moi, ça me fascine, je trouve ça fabuleux. Comme le nombre d'enfants, du coup, est limité dans les groupes de nomades, eh bien, tout le groupe se charge de leur éducation. Les enfants grandissent comme ça, dans de bonnes conditions, propices à leur épanouissement. Les femmes ménopausées jouent aussi un rôle social important. Elles représentent environ un tiers des populations modernes et elles peuvent vivre en bonne santé jusqu'à 60 ans dans les sociétés traditionnelles. Les hommes préhistoriques connaissent le même phénomène au niveau de la ménopause. Et si la période de fertilité est plus courte que la période de stérilité, eh bien c'est qu'il présente un avantage évolutif. La femme qui ne peut plus avoir d'enfants peut investir son énergie dans la survie du groupe. Elle s'engage dans l'éducation des enfants, ce qui soulage les jeunes mères qui peuvent avoir d'autres enfants. Mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'elle fait que du babysitting. Elle cueille les plantes comestibles et médicinales, elle chasse du petit gibier, elle pêche, elle sculpte, elle taille les outils, elle coud des vêtements ou des sacs et tisse des filets. Et tandis qu'elle pourvoit à la nourriture des enfants sevrés, la jeune mère, plus sereine et rassurée sur l'avenir de ses jeunes enfants, est plus productive et donne une descendance plus nombreuse. Le groupe y trouve donc tout son intérêt. La femme ménopausée est protégée également, respectée, et son espérance de vie est plus longue. En réalité, c'est elle qui procure toute la nourriture dont le clan a besoin pour sa subsistance. Alors contrairement à la chasse au grand gibier, qui représente, on va dire 5% de l'apport nutritionnel, la chasse au petit gibier et la cueillette des fruits et des légumineuses représentent 30% des ressources nutritionnelles. La femme ménopausée creuse aussi le sol pour déterrer des tubercules cachés à plus d'1 mètre de profondeur. On note aussi que la chasse au cerf ou au mammouth est réglée par une grande part de hasard. L'apport de viande n'est pas garanti du coup, alors que la chasse au lapin ou la pêche assure un apport constant et certain de nourriture. Enfin, elle transmet son savoir aux plus jeunes pour qu'ils deviennent autonomes et perpétuent les traditions du groupe. Cet apprentissage prend du temps. On suppose donc, puisqu'une femme ménopausée peut espérer atteindre environ 50 ans, qu'elle est nourrie, logée, blanchie, bref, protégée pour qu'elle puisse former les plus jeunes. Parmi la somme de connaissances que ces grands-mères, entre guillemets, transmettent aux jeunes, il y a peut-être aussi les mystères de la reproduction humaine. Et peut-être ont-elles emmené les jeunes filles au seuil de la puberté jusqu'au roc aux sorciers, à Angles-sur-l'Anglin, dans la Vienne, une sorte de sanctuaire entièrement gravé et peint datant d'environ 15 000 ans. Aménagé par des populations magdaléniennes, entre 17 000 et 12 000 ans, cet abri renferme en son sein des sculptures monumentales, en grande majorité féminines. Même le plafond est recouvert de peintures et de sculptures sur une surface de 500 mètres carrés. Quant aux parois, elles servent de support à des scènes faisant intervenir des figures humaines et animales, des chevaux, des bouquetins, des bisons, des félins, toute grandeur nature. Et tout ça se déroule sur 15 mètres de frise. 2 bouquetins et une tête humaine accueillent le visiteur. Suit un troupeau de caprinés assistant au combat de 2 mâles en rut pour une femelle en chaleur, accompagnée par son petit. Fête exceptionnelle, le pie et les trayons de la bisonne sont représentés. En outre, la femelle redresse la queue, laisse apercevoir sa vulve dilatée. Au cœur de la frise se tiennent debout 3 femmes sculptées en demi-relief dans le calcaire, tout au fond de l'abri. Elles sont juxtaposées, nues, sans tête, ni bras, ni jambes. L'accent est mis uniquement sur les caractères sexuels.